par les uns avec un certain recul donc par les autres. Alors maintenant, le gros avantage, c'est que quand on est climato-sceptique, en général, on ne la ramène pas trop. Mais une époque, non, mais c'est vrai. Moi, je dis très souvent, voilà, on a connu donc des gens qui ont écrit des bouquins de façon extrêmement allègre et qui ont vendu 130 000 exemplaires sur une imposture, alors que cet homme-là était un formidable physicien du globe. Hein, je ne mélange pas tout. C'était un type de très grande compétence par rapport à ça. Il n'est pas en forme en plus, donc c'est pas très rigolo d'en parler. Mais enfin, bref, il a dit des conneries quoi, sur ce sujet-là. Et c'est à une époque où déjà les choses étaient assez étayées. Alors le déni existe encore parce que ce qui arrive et ce qui est en train de débouler est quand même extrêmement fort. On n'est même pas dans une transition dite écologique. On est sur un changement de société et sur un changement d'air. Bon, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'a pas d'avenir? Sûrement pas, sinon on ne serait pas là. Ça veut dire effectivement qu'il y a des possibles qui sont sans doute réduits, mais qu'il y a des tas de possibles donc, qui sont encore là. Et comme on a des enfants et des petits-enfants, eh ben, on va y aller. Anne-Marie Levrault, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du Conseil général des... Oui, vous fûtes, effectivement. Mais voilà, non, mais c'était quand même la plus haute instance du ministère. Alors, c'est vrai que... On y est, mais attendez, vous prenez déjà le micro, mais alors vous êtes vice-présidente de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Donc des expériences dans ce domaine-là, vous en connaissez plein. Vous avez beaucoup travaillé dans les services déconcentrés de l'État. Je ne vais pas tous les faire, mais enfin les crues du Rhône, vous les connaissez. Xintia, vous connaissez. Les Antilles aussi. Voilà, Draguignan, j'en passe et des meilleurs. Donc vous êtes devenue donc une experte dans cette gestion des risques. Et sur déjà votre association, si quand même quelques mots sur cette association. Qu'est-ce que l'on y fait précisément? Oui, alors bonjour. Donc l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, comme son nom l'indique, elle se fixe comme objectif de favoriser la diffusion et la mise en commun des connaissances, des méthodes et des outils dédiés à la réduction des risques de catastrophes pour réduire les conséquences de ces catastrophes, à la fois sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel, l'activité économique et d'une manière plus générale les biens. Voilà, donc moi j'écoutais Alain Mogart tout à l'heure et quand Alain Mogart parlait du volet collaboratif multi-acteurs en fait de l'AQC, à notre niveau, nous essayons au niveau de notre association d'être aussi une association multi-acteurs qui réunit aussi bien des personnes morales que des personnes physiques, des experts, des retraités comme moi, voilà, qui sont intéressés par la question, très actifs, hein, oui. Des universitaires, mais des assureurs, des bureaux d'études, etc. Et donc aujourd'hui, nous voulons vraiment travailler en multirisque et nous avons un nouveau projet associatif qui est soutenu par le ministère d'ailleurs, qui nous invite nous proposons au ministère de vraiment travailler à développer la culture du risque et de la résilience sur tous ces sujets, aussi bien des risques naturels que technologiques. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un réseau de réseaux, en fait? Alors, nous essayons d'être un réseau de réseaux, un ciment intelligent entre les différents acteurs. Nous travaillons beaucoup par des groupes de travail, par exemple, et nous essayons de produire ensuite un certain nombre de documents qui permettent de... Bon, nous avons plein de projets pour notamment vulgariser davantage tous ces sujets, puisque vous l'avez dit, Denis, je crois que le changement climatique est à nos portes, et le changement climatique et le bâtiment, la construction, eh bien, c'est un vrai sujet, parce que je crois, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, je crois que s'il est très important de prendre toutes les mesures pour que les nouveaux bâtiments construits soient résilients, on a affaire à un très vaste enjeu qui est qu'avec le changement climatique, des bâtiments qui n'étaient pas forcément soumis à des risques le seront. Ça. On voit bien l'accroissement des phénomènes de retrait-gonflement d'argile, par exemple. On voit aussi l'augmentation de l'intensité d'un certain nombre de phénomènes météorologiques ou hydrologiques. C'est-à-dire que si on prend par exemple les phénomènes dits sévenols ou méditerranéens, aujourd'hui on n'a pas d'occurrences qui font qu'ils peuvent être plus nombreux, mais en tout cas ils sont plus forts. Alors effectivement, ils vont remonter vers le nord, et donc c'est un véritable enjeu qui nous conduit à, ma foi, essayer d'anticiper, prendre des mesures. Et nous travaillons depuis quelque temps avec l'AQC, notamment sur les concepts de bâtiments résilients
Et je suis très heureuse de pouvoir en parler aujourd'hui devant cette Assemblée. Alors justement, donc on va y aller sur ce fameux bâtiment résilient. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans ce climat. Donc est-ce que vous le voulez, ce climat du 21e siècle, chaud, très chaud, mi-cuit, à point comme un bon foie gras du Gers sans grippe aviaire. Bon, c'est tout ça qui est derrière. Et ça va pas rigoler quand on voit effectivement le sac à dos qu'on va laisser quand même à nos enfants et nos petits-enfants. Ils auront quelques raisons de nous en vouloir, même si on essaye de faire le boulot, les uns et les autres, le plus intelligemment possible, voilà, avec les contraintes que nous connaissons. Donc un bâtiment résilient. Voilà. Demain, qu'est-ce que c'est? Donc tout à l'heure, Alain Maugard, donc c'était aussi un petit peu emparé du sujet en disant, voilà, il y a aussi de penser au bâtiment du futur. Donc qu'est-ce que ça peut être? Alors un bâtiment résilient, bon, on est en train d'y travailler, mais je dirais que, en gros, pour moi, il y a 3 caractéristiques. Hein. C'est un bâtiment qui continue de protéger ses habitants en toutes circonstances, y compris pendant la catastrophe. Hein. C'est un bâtiment qui va donc rester au maximum fonctionnel pendant la catastrophe, et c'est un bâtiment qui sera facilement réparable. Pour moi, c'est les 3 caractéristiques principales. Donc il s'agit quand même aussi d'arrêter d'aggraver, on va dire, les situations. Alors je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, pour moi, la question du bâtiment, elle est étroitement liée à la question de l'aménagement du territoire. Hein. Il est évident qu'il y a certains secteurs géographiques où la prudence veut que l'on ne construise pas. Hein. Ce n'est pas la peine de construire. J'ai malheureusement eu à connaître du drame post-Xynthia. Il y a certaines situations où on a été tellement imprudent en construisant dans les endroits où il ne fallait pas qu'arrive un moment où c'est plus une question de bâtiment, on est obligé de délocaliser, quoi. Donc je pense que le but, c'est d'éviter d'en arriver là quand même. Donc déjà, effectivement, construire dans des secteurs où on peut construire. Et on peut construire à un coût économiquement supportable. Hein. Donc je crois qu'il y a toute une réflexion aussi sur l'économie de la prévention. J'écoutais les réflexions des interlocuteurs avant. On sait tous qu'il est extrêmement difficile de faire prendre des mesures de prévention, de faire payer pour la prévention avant. Et or, on sait très bien que chaque euro investi dans la prévention rapporte X euros. Ça dépend du type de dommage, mais après, en termes de réparation, et puis je ne parle même pas, je vous parlais de la santé humaine, le traumatisme des habitants qui ont connu des sinistres importants, je crois que c'est à prendre en compte aussi. Oui, psychologiquement, on est quand même sacrément ébranlé, sacrément touché, même parfois jusqu'au bout de sa vie. En général, on se dit, on va poser la question à notre ami assureur de la Massif, mais on essaie de réparer, j'ai presque dire, le plus vite possible. Bon, est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Là, moi, en fait, c'est compliqué cette question, parce qu'il est évident que le particulier, lui, il va vouloir pouvoir réintégrer son logement le plus rapidement possible. Après, vous savez qu'au niveau international, il y a un concept qu'on appelle Big Bad Better, hein, les 3 B en fait, hein, qui est un concept d'ailleurs un peu flou qui mériterait d'être sans doute amélioré, investigué. Hein. Et donc l'idée, ce serait de reconstruire mieux après sinistre. Donc il y a des expérimentations en cours. Le ministère a fait voter en loi de finances des expérimentations MIRAPI qui sont en cours, je crois, dans les Alpes-Maritimes notamment. Effectivement, où on essaye de reconstruire après sinistre mieux, ce qui a un surcoût souvent, mais pour éviter des dommages ultérieurs. Donc, je dirais que c'est assez compliqué et que la meilleure façon de faire, ce serait d'anticiper en fait et de éventuellement, même pour les bâtiments susceptibles de connaître un sinistre, en fait, de procéder à des opérations d'amélioration avant le sinistre. Ça, ce serait l'idéal. Oui, ce serait pas mal. Je reviendrai aussi avec vous tout à l'heure sur la réglementation. Est-ce que la réglementation fait tout? On se doute bien que non. Mais aussi d'autres questions peut-être sur la répartition de l'effort. On va faire un petit tour avec vous, Dominique Devin-Mozart, s'il vous plaît, experte en risque, aménagement, architecte urbaniste en chef de l'État dans nos Outre-mer. Parce que là aussi, ça rigole pas. Ils sont aux premières loges. Vous avez travaillé auprès du préfet coordinateur pour la restauration donc, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy. Quand même, il va y avoir des nuances.
Pour la reconstruction. Pour la reconstruction, pardonnez-moi, effectivement. Bah oui, restauration, reconstruction. Alors, racontez-nous, ça l'expérience, là, on y est, là, on est au cœur de notre affaire, de notre sujet. Donc, résilience, destruction, tout y est. Et en plus, on est sur des endroits, on va peut-être en parler, où ça se passe quand même un tout petit peu différemment. Moi, j'ai découvert aussi, grâce à vous, lorsque c'est à Saint-Barthélemy, enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hôtels qui sont construits avec un permis de construire. Je sais pas. À Saint-Barthélemy, je ne me permettrai pas de faire de commentaires sur le nombre de permis de construire ou le respect du droit de la construction et de l'urbanisme à Saint-Barthélemy. Oui. En revanche, effectivement, à Saint-Martin, il faut quand même reconnaître qu'un certain nombre de bâtiments avaient été construits sans permis de construire et sans respecter le droit de l'urbanisme. Alors donc vous avez travaillé bien sûr auprès du préfet coordinateur. Alors qu'est-ce que vous avez fait? C'est le préfet Philippe Gustin qui a été chargé par le gouvernement pour coordonner, je dirais, l'action des ministères dans le cadre de la reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le passage de l'ouragan Irma en septembre 2017 sur le nord de la Caraïbe, enfin sur les îles françaises du nord de la Caraïbe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et si je peux me permettre, je vais quand même rappeler quelques détails, le contexte. C'est l'ouragan le plus fort jamais enregistré dans la région, avec des vents qui pouvaient atteindre 400 km/h par moment. Alors vous imaginez 400 km/h arrivant sur une petite île avec des petites maisons en tôle. Tout de suite, on comprend très bien la situation. Alors que ces vents-là, on les a plutôt en stratosphère, mais là, ils étaient en bas. Là. Absolument. Et donc, les dégâts sont évidemment considérables. À Saint-Martin, 95% des bâtiments ont été impactés, bien sûr à des degrés divers. Des bâtiments qui venaient d'être réceptionnés ont été pulvérisés. Vous avez aussi des bâtiments publics, notamment à la préfecture, peut-être vous en avez le souvenir, étaient par terre, avec le préfet qui a dû se réfugier dans des locaux annexes pour pouvoir assurer la gestion de crise. La plupart des toitures ont été arrachées. Voilà, donc la situation est extrêmement grave du point de vue des bâtiments et du point de vue de la construction. Je ne parle pas des vies humaines, évidemment, des personnes qui ont péri lors de cette catastrophe. À Saint-Barthélemy, il faut reconnaître quand même que la situation est meilleure du fait, disons-le, une qualité de l'architecture et une qualité de l'urbanisme bien supérieure. Alors une île plus riche aussi. Plus riche. Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'elle est plus riche, donc plus adaptée ou pas? Oui, bien évidemment, il faut de l'argent, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que l'ensemble des acteurs publics et privés, toutes les parties prenantes, ça a déjà été dit, soient mobilisés sur cette question de la qualité de la construction et sur la qualité de l'urbanisme. Et puis aussi, il faut respecter le droit de l'urbanisme, le droit de la construction, puisqu'un certain nombre de quartiers avaient été érigés sur des parcelles, enfin sur des terrains qui étaient complètement inconstructibles. Et est-ce que là, aujourd'hui, donc, on apprend de son expérience, est-ce que l'on tire donc une expérience nouvelle? Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que comment on prend l'affaire? Ou bien est-ce qu'on est capable d'avoir cette faculté d'oubli au bout de 3 ans à 7 ans? C'est une moyenne, hein, ça dépend des catastrophes. Est-ce qu'on va mieux reconstruire? Voilà. Est-ce qu'on reconstruit mieux aujourd'hui? Moi, je vais vous parler de mon expérience, parce que moi, je suis fonctionnaire. Ok, on reste là. Et donc, j'ai travaillé dans un espace limité au sein de cette délégation pour la reconstruction, puisque c'est une structure ex nihilo qui a été mise en place par l'État pour accompagner la reconstruction qu'auraient à conduire les collectivités, parce que c'est bien une compétence des collectivités, ce n'est pas une compétence de l'État. Les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ce sont les collectivités. Ouais. Et donc, nous avons eu en charge de coordonner l'action des ministères et d'être force de proposition pour l'action de l'État pour accompagner la reconstruction. Et nous avons tout de suite voulu tirer, bien évidemment, les leçons et tous les enseignements pour que cette reconstruction se fasse dans les meilleures conditions. Alors, nous avons eu une approche globale des risques. Il y a le risque cyclonique, mais il y a aussi le risque sismique, qui est un risque extrêmement fort. Les territoires antillais sont les territoires nationaux où le risque sismique est le plus fort. Et puis, il y a toute une ribambelle de risques auxquels sont confrontés ces territoires qui sont insulaires. L'élévation du niveau de la mer, l'érosion des littoraux, les questions d'inondation, de submersion, en particulier à Saint-Martin, du fait de la topographie de l'île.
Et donc nous avons bien évidemment, comme l'a dit Madame Levrault, regardé ces questions d'aménagement, d'urbanisme, de planification, parce que la résilience ne pourra pas se faire sans que ces questions soient réglées au préalable. Et c'est vraiment le plus important. Enfin, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement important. Nous avons voulu avoir une action extrêmement ciblée pour aider les habitants à reconstruire rapidement leur habitat, parce qu'il fallait les mettre à l'abri. Et compte tenu de la situation, un certain nombre de constructions avaient été réalisées, évidemment, pas du tout dans les règles de l'art. Généralement, ce sont des gens qui construisent eux-mêmes leur logement. La plupart d'entre eux n'étaient pas sinistrés, malheureusement, 60% n'étaient pas assurés, pardon. Assuré, oui. 60% de la population n'était pas assurée. Alors évidemment, devant une telle situation, pour nous, l'urgence était d'accompagner la reconstruction de l'habitat populaire pour mettre les populations à l'abri. Et là, vous avez fait un guide, je crois, aussi pour l'habitat populaire. Donc, Ah oui, alors là, nous avons donc tout de suite pris l'ampleur du problème et nous avons réuni l'ensemble des acteurs de la construction de toute la zone Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et nous avons même été rejoints parfois par les voisins du Commonwealth, enfin, qui étaient eux aussi dans la même situation que nous. Et il y a eu tout un travail sur les dommages, sur les désordres, sur les raisons de l'ampleur de la catastrophe. Et nous avons ciblé un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous sommes allés, nous avons travaillé avec cette idée de réaliser un petit manuel pédagogique pragmatique, très, très clair, très facile à comprendre pour des personnes non initiées à la construction. Ce qu'on entend, c'est l'urgence, là, effectivement, qu'il y a eu en permanence. Absolument. C'était le maître mot. Ouais. Est-ce qu'on a reconstruit sur des bâtiments fragilisés Alors, notre approche, évidemment, c'est-à-dire c'était permettre la reconstruction, la rénovation par les habitants eux-mêmes de leur logement, à condition, bien évidemment, que la construction le permette. Il n'était évidemment pas possible de reconstruire, de réparer des logements dont la structure était fragilisée. Il y a eu un certain nombre de démarcheurs qui ont essayé de vendre des toitures terrasses à des habitants, considérant que les toitures en pente n'étaient pas adaptées parce qu'elles s'étaient envolées. Il a fallu tout de suite crier et dire bon, attention, ce n'est pas possible, il ne faut pas faire comme ça risque d'être encore plus grave. Oui, c'est-à-dire que ça ne va pas s'envoler, mais ça peut descendre aussi. Ça peut descendre, voilà. Donc, pour les prochaines photos, ce sera pour les... Donc, pour nous, c'était très important de travailler. Donc, nous travaillons sur des bâtiments qui étaient réparables. Ça, avec des compagnons bâtisseurs qui ont accompagné les populations dans la reconstruction de leur toiture, en leur donnant quelques éléments, quelques normes de construction antisismique et anticyclonique. Comment fixer les toitures, quels sont les bons matériaux, la nécessité aussi de réviser les toitures quotidiennement, parce qu'avec le climat, les choses se rouillent, donc il y a besoin de cet effort. Voilà. Nous avons aussi travaillé aussi sur les baies, sur les fenêtres, parce qu'un certain nombre d'éléments d'architecture n'étaient pas du tout adaptés, je dirais, au climat. Une espèce de grandes baies vitrées de plus de 3 mètres de long, des auvents qui ne laissaient pas passer l'air. Donc nous avons travaillé aussi sur ces éléments d'architecture qui n'étaient pas adaptés à la situation. Et puis, il a fallu reconnaître aussi que certains nombres de constructions traditionnelles avaient, contrairement aux autres constructions beaucoup plus récentes, avaient beaucoup mieux résisté à l'ouragan. Ah oui. Et il a fallu aussi, pour nous aussi, c'était important pour nous de mettre en avant ces bonnes pratiques en matière de construction pour essayer d'encourager les habitants à faire un peu des choses comparables. On est capable donc de cette approche globale et intégrer des risques. Oui, je crois qu'on l'est, et surtout après une telle catastrophe, il y a une telle sidération que tout le monde était volontaire. Nous avons travaillé avec des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs, bénévolement. Ils sont venus, les travaux ont duré 6 mois, donc plusieurs ateliers, plusieurs séances de travail, et un vrai enthousiasme à travailler et à faire que les choses se passent mieux.
pour la suite. Alors, on va voir comment ça se passe aussi sur le littoral avec vous, Gilles Gall, le directeur général de l'établissement public foncier de Normandie, parce que les retraits de côte, hein, bon, vous regardez, cela dit, vous regardez une carte de France du XIIe ou du XIIIe siècle, elle sera encore totalement différente par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, et celle de demain sera différente de celle d'aujourd'hui. Alors quelques mots quand même sur un EPF, un établissement public foncier, parce que vous êtes un opérateur qui n'est pas forcément très connu. Donc je sais que vous êtes 10 EPF d'État, puis il y en a aussi des régionaux. Racontez-nous. Oui, donc effectivement, les établissements publics fonciers d'État sont des outils au service des territoires qui ont la chance d'être financés par une taxe spéciale d'équipement qui est appuyée sur les 4 taxes dites anciennes et sont présents aujourd'hui, couvrent à peu près aujourd'hui 60% du territoire français. Et puis ils ont, à côté de ça, ils sont créés à l'initiative de l'État avec une gouvernance qui est une gouvernance très largement portée par les élus. Chez nous, notre conseil d'administration, c'est une quarantaine de membres avec 4 représentants de l'État. Le reste, c'est effectivement des élus régionaux, départementaux et des EPCI. Et avec à côté, effectivement, des EPF qui peuvent être créés à l'initiative des collectivités locales. Et il y en a effectivement un nombre plus important, parce qu'il y en a plusieurs dizaines, effectivement, sur le territoire, mais sur des périmètres qui sont plus petits. Les EPF d'État, eux, couvrent à peu près effectivement les périmètres des régions. J'aurai le temps effectivement de vous expliquer comment ça s'est passé, parce qu'il y a une histoire aussi d'évolution, enfin de construction de ces EPF pour accompagner les lois foncières, mais aujourd'hui c'est pas l'objet de cette présentation. Alors, juste un mot, parce que par rapport pourquoi les EPF sont là, les EPF sont là pour faciliter effectivement l'aménagement au sens du code de l'urbanisme, de l'article 321, et dans cet article contient la problématique des risques. Ce qui explique effectivement que les EPF accompagnent les collectivités pour faire face aux risques, avec la loi climat et résilience qui a été promulguée l'année dernière. Voilà. Effectivement, la dimension, les EPF ont été ciblés pour pouvoir effectivement accompagner les collectivités dans ce cadre-là. Donc vous avez une nouvelle mission en ce qui concerne donc, le trait de côte. Petite incise quand même, ce qui s'est passé à la Roya, donc ça veut dire que l'EPF de PACA est intervenu. Alors effectivement, on est aussi appelé à intervenir sur des risques et ma collègue qui dirige effectivement l'EPF de PACA était appelée au moment effectivement des malheureux sinistres qui ont eu lieu dans la vallée de la Roya, dans la vallée de la Vésubie, pour accélérer la mise en place effectivement du fonds Barnier et être en capacité d'acquérir les fonciers, parce que on n'a pas, j'ai pas eu le temps d'expliquer, mais notre métier, c'est principalement d'acquérir du foncier pour le compte des collectivités, de le porter et d'utiliser le temps de portage pour effectivement éclairer la collectivité sur le devenir de ce foncier, l'améliorer pour préparer son usage futur. Bon, là, on est dans des interventions en urgence. On vous évoquiez la Roya, aussi dans l'Aude, ma collègue qui dirige effectivement l'EPF Nouvelle-Occitanie. D'Occitanie, je veux dire, c'est Nouvelle-Aquitaine, excusez-moi. D'Occitanie intervient aussi pour faciliter et pour limiter les délais, parce que c'est le sujet que vous évoquez tout. Quand on doit effectivement être indemnisé pour quitter son logement, c'est effectivement, si on a un opérateur qui accélère les choses, c'est toujours mieux. Alors, Gilles Gall, donc parlez-nous quand même, on a un peu besoin d'avoir de détails en ce qui concerne donc, ce fameux retrait de côte. Beaucoup de personnes ont acheté une maison, ils ne savaient pas qu'ils étaient visionnaires en l'appelant les pieds dans l'eau. Voilà, donc maintenant c'est vrai qu'ils y sont. Il y en a eu plein, les ça me suffit et les pieds dans l'eau, vous en avez eu des paquets. Maintenant, effectivement, ils y sont. Donc on a vu ce merveilleux bâtiment portant ce symbole qui s'appelait le Signal. Donc on le sait en Gironde, où effectivement tel un blocos, il va un de ces 4 tomber complètement dans l'eau. Alors voilà, donc il y a cette loi, et j'imagine que les élus locaux ne sont pas forcément très très chauds pour tout. Alors, voilà, il y a une zone fragile de 0 à 30 ans, puis après de 30 ans à 100 ans. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors effectivement, la loi climat et résilience, elle insiste beaucoup sur la dimension foncière. Parce que vous savez que c'est elle aussi qui va transformer la manière dont on aménage avec effectivement ce qu'on appelle le ZAN, le zéro artificialisation nette, et la nécessité d'avoir immédiatement une réponse
en termes de sobriété foncière. Ouais. Même si ça peut rejoindre aussi la problématique de relocalisation du trait de côte. Alors, la loi, elle contient aussi des articles spécifiques sur les évolutions du trait de côte, avec effectivement quatre grands axes. Un premier qui est autour de l'amélioration de la connaissance et du partage de l'information. Un deuxième autour des solutions apportées aux biens existants. Un troisième autour de comment on limite l'exposition des nouveaux biens qui vont être construits et comment on réalise des opérations de recomposition spatiale. Et nous, l'EPF, on est plutôt sur cette dernière partie, sur la recomposition spatiale. Alors, comme vous le dites, la loi, elle vise aussi deux périodes. Les espaces qui seront effectivement soumis à la période du retrait du trait de côte sur les 0,30 ans, où là, effectivement, il y a un glacis qui est mis sur ce site-là, sur cette partie-là. Il n'y aura plus la possibilité, effectivement, les documents d'urbanisme doivent évoluer et il n'y aura plus la possibilité de ne rien faire sur ces zones-là. On sera que dans des adaptations extrêmement mineures. Et puis, sur la zone 30-100 ans, là, il y a une nouveauté qui se met en place, c'est que les constructions seront toujours autorisées, mais néanmoins, effectivement, les propriétaires devront provisionner le prix de la démolition de leurs biens. C'est-à-dire que c'est chaud, ça. C'est quelque chose qui est relativement nouveau. Oui, c'est cool. Donc on verra comment les choses se mettent en place, mais les constructions ne seront possibles que dans ce cadre-là. Alors, vous l'avez dit, il y a quand même des questionnements, parce que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait effectivement sur le 0,30 ans. Oui. Et aujourd'hui, moi je constate localement, enfin en tout cas, qu'il y a des positions qui peuvent être extrêmement surprenantes, parce que quand on aime être au bord de la mer, on aime être au bord de la mer. Donc en fait, c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout. Et que même si vous devez un jour, on doit vous le localiser, on a fait ce travail-là sur un camping. Effectivement, c'est difficile parce que ce que cherchaient effectivement les occupants du camping, c'est d'être au bord de la mer. Si vous leur proposez de s'éloigner, dans 100 ans, ils y seront peut-être. Mais aujourd'hui, la relocalisation, c'est pas quelque chose de simple. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la loi, elle ne précise pas qu'est-ce qu'il adviendra de ces biens-là. Ces biens-là devront être démolis le jour où, effectivement, le retrait du trait de côte arrivera. Mais néanmoins, d'ici là, effectivement, alors il y a un outil qui s'appelle le BRAC, le bail réel d'adaptation bail réel d'adaptation à l'érosion côtière. D'accord. Qui lui va permettre effectivement à des bailleurs qui seront principalement les collectivités d'acquérir des biens, mais il n'y a aucune obligation effectivement pour une collectivité ou on représente ou effectivement un EPF par exemple d'acquérir ces biens. Puis elles sont pas très bien comment aussi financièrement elles vont faire. Et en plus effectivement au-delà de ça, la loi précise qu'effectivement les indemnités, la manière, le montant effectivement qu'on pourra effectivement payer dans le cadre effectivement de cette indemnisation, il sera calculé par comparaison et puis surtout il sera effectivement diminué d'une décote liée à la période qui vous restera à avoir jusqu'au moment où effectivement la cote sera terminée, définitivement retirée. Ce qui est très chaud, c'est le prix des biens, quoi. Alors, pour l'instant, si vous voulez, cette loi, elle vient d'être promulguée. Alors, les collectivités, les sites qui sont concernés, les collectivités avaient la possibilité effectivement de délibérer et d'accepter ou pas d'être dans la règle, ce qui est rare aussi pour une loi. Et donc vous avez des régions où il y a eu effectivement des levées de boucliers des élus qui qui ont refusé de rentrer dans le dispositif. Vous en avez d'autres qui ont été beaucoup plus républicaines, entre guillemets. Et en Normandie, il y avait 17 communes qui étaient concernées et il y en a 16 qui ont délibéré pour effectivement rentrer dans le dispositif. Donc aujourd'hui, pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de se dire comment, sur cette bande 0-30 ans, on va amener ces recompositions spatiales. Et on a des sites. Alors la Normandie, de ce point de vue-là, elle est intéressante parce que c'est une côte, il y a 600 km de côte, et sur ces 600 km de côte, vous avez un peu tous les types de côtes. Vous avez des cordons dunaires, vous avez des estuaires, vous avez des falaises. Et en fait,
communes concernées, elles sont effectivement, enfin, elles rejoignent l'ensemble de ces sites-là, enfin de ce type de site. Et donc nous, on travaille aujourd'hui on accompagne dans les outils aussi qui doivent faciliter les choses et la recomposition spatiale. Vous avez les projets partenariales d'aménagement qui réunissent l'ensemble des acteurs parties prenantes. Hein. Donc, bien entendu, les collectivités, l'État, les agences de l'eau, le Conservatoire du littoral, enfin toutes les autorités, tous les acteurs qui interviennent sur le littoral. Et dans ce cadre-là, on accompagne et on essaye de voir comment on pourra. C'est des objets relativement simples encore. Sur le PPA expérimental de la communauté de communes de Coutances-Mer-et-Bocage, qui s'appelle Entre deux Havres, relocaliser 2 campings et une entreprise conchylicole. Donc, en essayant de repérer où est-ce qu'on peut donc ça veut dire où est-ce qu'on va les relocaliser, et puis avec quel modèle économique, parce que l'enjeu, vous l'avez compris, il est aussi d'inventer. La loi, elle donne des outils, mais elle ne répond pas. C'est une loi. Enfin, elle ne répond pas en termes économiques. C'est une loi d'aménagement. C'est une loi effectivement qui positionne considéré comme un problème d'aménagement du territoire. Le retrait des côtes comme une problématique d'aménagement. Et pas comme un problème de risque. Dans cette partie de loi, en tout cas, l'enjeu du risque qui se traduira à travers les documents d'urbanisme. Hein. Ah ouais. Mais on parle plus d'indemnisation. Hein. On est bien effectivement dans une logique de recomposition spatiale avec. Mais vous l'avez dit, je trouve tout à l'heure, et moi je souhaiterais peut-être terminer là-dessus, c'est que ça nous renvoie collectivement à qui va payer effectivement les effets du changement climatique. Même sur l'assureur, là, donc bien sûr. Et même si c'est l'assureur, parce que de toute façon, l'assureur, il fait que mutualiser les sinistralités. Hein, donc il ne faut pas penser. Donc cette question, elle est centrale, et il faut qu'on se la pose à travers là, effectivement, un contexte particulier sur le recul du trait de côte, mais c'est une question qui va sans doute, effectivement, nous occuper beaucoup plus, surtout l'aménagement. Regardez ça quand même aussi, ça directement, c'est pour vous. Tu vas sur la côte cet été? Bah non, je préfère pas. Voilà, bah oui. Bon petit résumé, effectivement, les 2 maisons qui se parlent entre elles. Merci, donc, cher Lisambard. Oui, d'accord, oui. Donc, en fait, vous marchez un peu sur des œufs, parce que lorsqu'on est face à des propriétaires, hein, c'est pas forcément la joie de ce côté-là, et les collectivités vont se débrouiller un peu comme elles peuvent. Non, enfin avec votre aide, hein, bien sûr. On voit bien que c'est quand même chaud. Hein. Donc ça, c'est pour la partie 0-30 ans. 30 ans, 100 ans, voilà, avec donc l'obligation de consigner des sommes pour l'après, etc. Quand un terrain est franchement déclaré bien érodé, ça arrive sur le terrain public maritime. Après, ça deviendra soit du terrain maritime, soit effectivement le Conservatoire du littoral va récupérer. En même temps, enfin, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle la valeur du foncier, hein, parce que le foncier, c'est un bien public, et effectivement, c'est pas parce qu'il peut ne pas être occupé. Aujourd'hui, je pense que on a aussi à revoir ce qu'est la réelle valeur du foncier, quoi. Vous avez peut-être vu là aussi une petite diapositive que j'avais proposé de montrer sur ce qu'est la Normandie. Est-ce que sera la Normandie dans 100 ans? Remettez-la nous, s'il vous plaît. Et on voit bien que là on évoquait la question du trait de côte, mais la question, on va avoir à gérer beaucoup de questions liées, y compris même dans cette région qui est plutôt une région assez douce. Mais bien sûr qu'elle est douce. Est-ce qu'on peut voir la douce région? Et vous l'avez évoqué, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure. La question de la nature en ville, par exemple, pour la rafraîchir, c'est une question qu'il va falloir aussi qu'on sache prendre à bras le corps, et tout de suite. Voilà. Si on n'avait pas, j'aimerais revoir ma Normandie. On l'a ou pas la carte pour le... Non, on n'a pas venu la Normandie. Bon, en tout cas, vous avez des expérimentations là actuellement, ce que vous êtes aussi en train de faire du côté de Cherbourg. Vous avez parlé effectivement d'Agon-Coutaville, voilà. Mais on pourrait éventuellement y revenir. Floréal Sanchez, donc vous avez écouté cela, donc chargé de mission à la Massif. Alors là, vous êtes aussi quand même un peu au cœur du dispositif. Résilient, voilà. Alors allons-y pour cette fameuse résilience. Alors vous avez évidemment un maître mot que l'on comprend parfaitement, qui a été prononcé plusieurs fois. Ce que l'on ne sait pas bien faire en France, c'est donc la prévention. Et là, vous insistez vraiment très fortement sur ce thème de la prévention, Floréal.
Merci de me donner la parole. C'était très très intéressant d'écouter les différents intervenants. Si vous pouvez rebondir après les uns sur les autres, hein, il n'y a Voilà. aucun problème. Et madame, nous avons dû nous croiser parce qu'à Xintia, je représentais les assureurs. Donc j'ai participé à toutes les différentes réunions ainsi que le suivi avec le préfet. Bon. Donc comme vous avez dit à juste titre, quand le sinistre survient, surtout dans ces conditions-là, c'était très très émouvant, pour ne pas dire plus. Bien. Avant de commencer, excusez-moi, je vais donner quelques chiffres. Je vous en prie. Alors, je ne vais pas être monsieur chiffre, hein, je ne vais pas vous abreuver, mais néanmoins, il est vrai, nous arrivons beaucoup après, donc c'est nous qui indemnisons. Et à ce titre-là, quelques petites données remettent les choses en perspective. Les catastrophes naturelles, hein, donc la loi de 82, j'y reviens pas. 40 ans, allez, 1 milliard par an. Donc aujourd'hui, dernier chiffre, j'étais hier à la journée de la CCR, hein, la Caisse centrale de réassurance, qui a un rôle clé dans ce dispositif-là. Et donc j'ai eu ce petit fascicule que je me suis empressé de récupérer parce que je savais que je pourrais vous en faire part. C'est 44 milliards depuis 1982. Bien. Sur ces 44 milliards, en gros, c'est 53% au niveau des inondations et 37, un petit peu plus de 37% pour la sécheresse. Alors, sécheresse, c'est un terme qui est impropre. C'est RGA, hein, retrait et gonflement des argiles. Vous pouvez avoir de la sécheresse, c'est le bâtiment qui n'a aucune argile sous lui. Il ne va pas souffrir ou peu ou rien. Bon. Donc ça, c'est pour vous donner quelques indications sur ces données chiffrées, sur l'indemnisation et donc en moyenne, hein, pour que l'on ait quelque chose d'encore plus fin. Inondation, c'est un petit peu moins de 600 millions par an et sécheresse, un petit peu moins de 500 millions. Voilà. Après, bien entendu, arrivent quelques petits événements tels que Madame vient de nous l'indiquer. Et il faut savoir que Irma, c'était le nom très doux hein, de cet événement-là, qui est arrivé, ça a été 2 milliards. Et c'est le risque le plus important qui a existé en France depuis que la loi des catastrophes naturelles existe. Bien. Une fois qu'on a dit ça, on a dit tout et rien. Deux autres données qui vont aussi permettre peut-être une meilleure prise en perspective. Vous avez aujourd'hui un petit peu plus de 11% de la population qui a les pieds dans l'eau. Bien, donc c'est un petit peu ce qui vient d'être dit. Donc 11% de la population, ça fait quand même du monde, ça fait quand même du bâtiment, ça fait du réseau, ça fait bon, tout ce que vous pouvez voir. Ça fait 8 millions de personnes à peu près. Ouais, facile. Une autre donnée pour le RGA, hein, donc retrait et gonflement des argiles, aussi parce que comme c'est le deuxième grand point des catastrophes naturelles, il faut savoir que nous avons aujourd'hui 10 millions de bâtiments, ce que nous appelons le stock. C'est-à-dire des bâtiments qui existent depuis X temps, hein, avec des âges divers et variés, mais 10 millions qui sont susceptibles, soit qui posent problème, soit qui sont susceptibles de poser problème. Donc, vous avez vu, je me suis rasé pour ne pas avoir trop de barbe blanche, mais au niveau des assureurs, ça leur pose quand même quelques petites réflexions, quelques petites sueurs. Hein. Alors, froide ou chaude, hein, ça dépend. Surtout quand ils ont essayé de faire, grâce à la CCR aussi, hein, quelques petites projections sur l'avenir. Et là, nous avons plus que chaud. Hein. En gros, si ces sinistres se produisent, ce que nous ne souhaitons pas, personne, et ça c'est pas que l'assureur qui parle, tremblement de terre, tel qu'il a été dit en Guadeloupe, il serait estimé potentiellement à 1,6 milliard. Donc ce serait... bon, il y aura un petit peu de fun là. Hein. La crue majeure de la Seine, bon, j'en parle pas, c'est la tarte à la crème, mais elle serait envisagée entre 16 et 28 milliards. Et puis, allez, pour vous donner un dernier petit point, une sécheresse, parce que nous en connaissons de plus, oui. Alors retrait et gonflement des argiles. Vous nous en remettez encore un petit peu, donc allons-y. Sécheresse extrême, c'est-à-dire celle que nous pouvons récupérer dans les 30 ans qui viennent, hein, donc dans un laps de temps court, et non pas lointain.
c'est 2 milliards à 2,8 milliards de sinistralité. Bien. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu une petite idée de tout ce que l'on, de ce qui existe, ce qui nous contrarie un peu, des points sur lesquels nous étudions, des choses que nous essayons, toute une série de modalités que nous essayons de mettre en place, et on se dit que, effectivement, résilience, il en faut, ça c'était indispensable, mais bien entendu, avant qu'on rentre dans la résilience au sens premier du terme, pour nous, nous considérons, les assureurs, que pour qu'un bâtiment soit résilient, il faut d'abord qu'il y ait de la prévention. C'est un petit peu ce qui a été dit, hein, mais je le répète de manière très ferme. Il faut que des études de sol aient lieu. Bon, alors on a depuis peu, depuis la loi Elan, depuis 2018, obligation pour les vendeurs de présenter à l'acquéreur un dispositif pour un peu s'il y a de l'argile ou pas. Et ce dispositif-là, ce diagnostic-là, doit être présenté au constructeur afin que celui-ci prenne toutes les dispositions ad hoc afin qu'il ne se passe rien. Bien. Il y avait donc lors de cette journée de la CCR hier, c'était très intéressant parce qu'il y avait un responsable de la Cour des comptes. Alors je n'ai pas son titre exact, mais c'était quelqu'un de très intéressant que je me suis permis d'interroger ensuite en tête à tête. Il me disait, parce que la Cour des comptes a remis au gouvernement un rapport il y a quelques mois sur le régime catastrophe naturelle et en particulier sur le RGA. Et donc ils avaient une position un petit peu mi-chèvre, mi-chou, et je voulais avoir quelques précisions complémentaires. Et j'ai été surpris d'entendre que, malgré la loi donc Elan de 2018, qui oblige le vendeur à remettre à l'acheteur, quand il y a un terrain qui se vend pour construire, hein, qui lui oblige de remettre un diagnostic et ensuite qui doit être ce que je viens de dire, eh bien cette loi est peu appliquée. Les contrôles n'existent pas ou très peu. Donc aujourd'hui, ce que nous appelions de nos voix depuis déjà longtemps, eh bien on voit que même avec un texte de loi qui est récent, certes, mais qui fait un grand pas, eh bien le dispositif de contrôle et de sécurité et de résilience, parce que ça c'est de la résilience pure, eh bien il a beaucoup de trous dans la raquette, ce que nous regrettons. Et donc, si nous voulons, parce qu'il faut que quelque chose soit clair, nous avons aujourd'hui en France un régime qui date de 82, qui a besoin d'être revu, corrigé, etc. Ça, tout le monde en est bien conscient. Mais nous avons un régime qui marche. Nous avons un régime qui a été copié par beaucoup de pays européens parce qu'ils ont trouvé que ce dispositif était très intéressant parce qu'il reporte il est basé sur la mutualisation et donc sur la solidarité. C'est pas tout à fait ce qui est fait dans d'autres pays. Je ne parle pas des États-Unis où c'est le libéralisme pur et dur. Donc bon là, bref, point. Nos amis anglais, ils sont partis. Au revoir. Ils ont un système de lutte contre les inondations qui n'est pas tout à fait le même, qui est pas mal, mais qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Bon. Donc, il y avait eu des questions, excusez-moi, c'est mon discours un petit peu décousu. Des questions que vous avez posées, hein, oui. Savoir si il fallait voir un peu ce qui se passait ailleurs, hein, en gros. Hein. Bien sûr. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, il y a une réflexion qui est en cours, qui va prendre un petit peu de temps, mais qui est en cours sur ce phénomène des risques climatiques et qui débouchera sur une directive dans les 2 ans qui viennent, en gros, hein, et qui s'appliquera à tous les pays. Nous regardons ça comme les yeux de Chimène. Hein. Bon, nous n'avons pas encore toutes les données. Je pense qu'il devrait s'inspirer au moins en partie de ce que la France a fait, a réalisé. Bien, nous allons suivre, mais toutes les expériences qui peuvent être produites à l'extérieur ou en France, bien entendu, nous sommes preneurs. Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, on ne va pas pouvoir continuer à assurer de la même manière. Ça, voilà, va falloir être aussi inventif, sûrement sur les indemnisations. Je ne sais pas ce que l'on peut mettre derrière, mais enfin, ça vous le savez mieux que moi. Et puis, en tout cas, les difficultés de ne plus indemniser les constructions à l'identique. C'est ça qui va être. Qu'est-ce que ça va être demain? Donc, Alors, à l'identique, oui, mais vous savez, pour un assureur, à l'identique, ça veut tout et rien dire.
Un bâtiment tel qu'il existait, quand il est détruit ou quand il est endommagé partiellement, on va le reconstruire bien entendu, mais les normes de reconstruction aujourd'hui ne sont pas celles qui ont prévalu lors de sa construction il y a 5 ans, 10 ans. Là, je parle à cas des professionnels, donc je ne m'y étendrai pas. Donc aujourd'hui, avec les nouveaux dispositifs, les nouvelles règles, DTU, etc., bien entendu, il y a toujours un plus en sécurité, il y a toujours plus de normes, etc. Donc, on va reconstruire à l'identique, certes, mais avec un coût qui va être beaucoup plus élevé que celui qui a existé quand le bâtiment a été construit. Est-ce qu'on aura une obligation de reconstruire? Parce qu'en général, on reconstruit quand même assez vite. Enfin, on essaie de reconstruire le plus vite possible, on s'en doute bien, pour éviter les traumatismes, etc. On veut donc retrouver son habitation. Oui. Mais est-ce qu'on va reconstruire aussi plutôt mieux ou pas? C'est ce qu'il faut. Déjà, avec ces nouvelles normes-là, oui. En partie, oui. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement, nous avons beaucoup de relations avec lui, donc il est conscient aussi. Bon, il faut savoir que le risque RGA pour l'administration, donc Direction générale du Trésor, ministère du Développement durable, avec qui nous avons les relations les plus étroites, bon, c'est un risque qui leur fait peur. Qui leur fait peur parce que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que nous connaissons, nous savons parfaitement, malgré tout ce que certains ont pu dire et d'autres encore disent, c'est un risque certain qui va prendre des conséquences de plus en plus lourdes. Et si rien n'est fait, si des mesures parfois un petit peu difficiles, un petit peu dures ne sont pas prises, il faut être clair entre nous, ce régime n'existera pas, aurait des difficultés. Ou bien alors il faudra prélever de manière dithyrambique des taxes, des primes, et ça, la population n'est pas tout à fait prête à semblerait que non. À cet élément-là. Donc il faut s'y préparer dès aujourd'hui. Même si aujourd'hui, je considère que tous les mois, toutes les années que nous attendons, c'est déjà du retard et du retard de plus en plus important. Ouais, ça. Comment on peut faire pour montrer les risques de catastrophes qui sont tangibles? Alors, je sais qu'on n'est pas du tout aux Pays-Bas, on n'a pas du tout la même mentalité. Eux, ils se sont ramassés en 1953, donc une inondation monstrueuse. Donc là, traumatisme, et les enfants, même petite école, ils sont au courant de ça. Comment on peut faire? Comment on se prépare donc, au pire pour éviter qu'il arrive? Oui. Vous avez raison, c'est compliqué, ça a été dit. La prévention en France, la prévention des risques, la prévention en général, en France comme dans les autres pays latins, je suis d'origine espagnole et en Espagne, on se retrouve dans le même. Et de Caussade, Tarn-et-Garonne. Là, on rejoint presque le Tarn-et-Garonne. C'est pas loin de Nérac. Donc, voilà, oui, c'est voilà, c'est pas loin. Bien, Italie, donc tous les pays du Sud. Italie peut-être un tout petit peu moins. Eux, ils ont des risques sismiques le risque sismique qui est au quotidien, donc ils ont une approche déjà un petit peu plus fine que nous. C'est quelque chose qui a passé, qui a été complètement évacué. La preuve même, c'est que la loi 4NAT de 82, sur laquelle je n'otarai jamais d'éloge, autant d'éloges, eh bien, le volet prévention n'a pas été pris en compte. Alors que c'était un dispositif complémentaire avec tout ce dispositif de sécurité. Il y en a eu un peu, certes, mais on aurait pu faire beaucoup mieux, beaucoup plus tôt. Et quand je parle de construction, quand on voit aujourd'hui le trait de côte, et c'est une très très bonne initiative, bien, je pense que des mesures, alors je ne vais pas jouer le grand sage ou celui qui a un fouet, c'est pas du tout ça. J'ai été élu, j'ai été maire, vice-président d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants. Bon, alors les aimables pressions des administrés qui aiment bien être dans cet endroit parce que c'est le plus beau, c'est plus, oui. Ça, vous en aviez tous les jours, d'accord. Voilà. Ouais. Alors qu'on sait que le risque existe, il faut savoir de temps en temps dire non. Et j'en arrêterai là parce que je ne jette pas la pierre aux élus, surtout pas. Il n'y a qu'à reprendre le rapport de la Cour des comptes de 2012 sur ce qui s'est passé dans le Var. Et là, voilà, vous avez fait le tour, c'est édifiant. Bon,
on laisse tomber, on est en 2022, donc on est devenu beaucoup plus intelligent avec tout ce qui se passe. On a beaucoup plus d'éléments, on a beaucoup plus de services, de données techniques grâce à vous, grâce à toutes les structures. Parce que moi je suis pour la complémentarité. Hein, si on ne le fait pas, si chacun travaille dans sa petite paroisse, nous n'y arriverons pas. Que ce soit en lien avec les services de l'État, il y a de dignes représentants ici, que ce soit avec le monde de l'architecture, votre structure à vous, les structures que nous, en tant qu'assureurs, nous avons mises en place. Je citerai la mission des risques naturels qui est très très bien implantée et qui a beaucoup de compétences sur ce sujet-là. Il faut que nous nous prenions véritablement tous en main et que nous arrivions rapidement à avoir le même son de cloche, à avoir le même discours, que ce soit public, privé. Excusez-moi si je... C'est pas un vœu pieux, mais parce que je vois que cette dynamique se met en place. Donc, ça rejoint la solidarité dont nous parlait donc aussi à la Moga. Voilà, donc voilà. S'il n'y a pas de solidarité, nous n'y arriverons pas. Oui. Ce régime catastrophe naturelle tombera à l'eau. Excusez-moi cette expression un petit peu triviale. C'est une très bonne image. Il deviendra inassurable. Oui. Le risque d'inassurabilité, c'est pas quelque chose. C'est pas les coins de Floride, les coins de Californie ne sont plus réassurés, entre autres. Non. Et donc ça peut très bien aussi arriver chez nous. Il y a des risques sur lesquels on se pose des questions. L'assurance se pose des questions. Alors, où il est revu avec une vision globale, complète, qui intègre bien entendu toute la prévention, entre autres, hein, et donc il continuera à être assurable avec des modifications, OK, mais il restera assurable, sinon ça va poser des difficultés. Voilà, il y a des moyens, j'en arrêterai là. Hein. Sinon, je tiens le micro pendant 3 heures. Vous allez faire votre créneau après. Donc, voilà, c'est ça. Je vais prendre, et ça, vous le connaissez aussi bien que moi, quand vous réfléchissez bien, il y a des mesures basiques qui peuvent être prises sans coût véritablement important. Le RGA, je vous dis, c'est celui qui pose le plus de difficultés à tous, aussi bien public que privé. Le RGA, c'est quoi? C'est en gros l'humidité. L'humidité n'existe pas, existe, résultat des courses, quand il y a bien entendu de l'argile. Hein. Bien entendu, votre maison, les fondations qui n'ont pas été prévues pour ça, voilà, ça bouge et puis pouf. Votre bâtiment, c'est rétractation, gonflement argile. Voilà, c'est ça. Et donc votre bien va avoir des dommages plus ou moins importants. Bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? En gros, hein, même s'il n'y a pas que ça, on met des micro-pieux, etc., etc. Ça fait 40 ans que je fais de l'assurance, ça fait 40 ans que j'entends ça. Donc micro-pieux, etc. Bon, c'est pavillon, bien, hein. 100 000 euros. Hein. 100 000, 120 000, 150 000, voilà. Bon. D'autres solutions, peut-être. Voilà. Mais si on continue avec cette méthode-là, qui doit toujours être appliquée, enfin, chaque cas, il faut voir ça au cas par cas. Hein. Bon. Mais si on continue, ça ne fait que accentuer. Déjà que le risque va devenir de plus important. Il suffit de regarder la carte du BRGM il y a 10 ans, même pas. Et la carte aujourd'hui, avant les zones où il y avait de l'argile, elles existaient, le sud-ouest, hein, bon, et puis d'autres. Aujourd'hui, quand vous regardez avec leur acuité, c'est devenu de l'orange ou du marron clair, c'est devenu du marron noir, quasiment du noir. Donc, et toute la France est concernée, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Bon, ça, point. Donc, à ce titre-là, si on n'est pas inventif, si on ne trouve pas d'autres dispositifs qui aient la même efficacité mais qui soient moins coûteux, ça risquera de poser quelques... On peut humidifier, hein, ça existe, voilà. Hein, CEREMA nous l'a montré. Voilà. Aujourd'hui, il y a des expériences qui se font. En tant qu'assureur, on regarde ça aussi avec des yeux fort intéressants. Il s'agit de réhumidifier la terre. Voilà, on humidifie. Ben voilà. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, vous êtes plus technique que moi. On veille à ce que l'humidité soit toujours un petit peu la même, afin que les variations ne soient pas là. Résultat des courses, ce dispositif-là, auprès des inventeurs, je me renseignais, c'est un dispositif qui coûte au bas mot 30 000 euros. C'est-à-dire 4 fois moins que que les micro-pieux tels qu'on les voit. Voilà. Est-ce qu'il est bon dans chaque cas, partout? Ça, je ne sais pas, je laisse ça aux spécialistes. Néanmoins, si ce dispositif donne bien ce qu'il faut, eh bien, pourquoi pas le généraliser?
Voilà, j'arrête là. Non, mais c'est bien. On a quand même l'homme passionné aussi derrière. Je ne vous lance pas sur le réassureur parce que là, ça peut être intéressant. Anne-Marie Levrault, alors peut-être soit petite réaction par rapport à ce que vous avez entendu, si vous le souhaitez, donc, avant de terminer cette table ronde. Et puis peut-être aussi une question sur la répartition de l'effort. Tiens, ça c'est intéressant, ça aussi. Oui, en fait, moi, ce que j'entends, bon, d'abord, je trouve que vous êtes très critique sur l'absence du volet prévention dans le dispositif CatNat. Hein. Alors, je ne suis plus fonctionnaire, je suis à la retraite. Allez-y. Mais franchement, quand je vois le nombre de plans de prévention des risques qui ont été faits, c'est loin d'être parfait. On est bien d'accord. Hein. Le PPR, c'est pour empêcher les grosses bêtises. Tout à fait. Hein. On est d'accord. Et il y a sans doute des choses plus intelligentes à faire sur les opérations d'aménagement coordonné, etc. Mais quand on voit la difficulté qu'ont eu les services de l'État pour faire ces PPR pendant des années, avec ce que vous avez rappelé d'ailleurs en tant qu'ancien élu local, les réticences des populations, je crois qu'il y a un vrai sujet. Alors, le sujet de fond, il est quand même, effectivement, c'est là-dessus que notre association a décidé de se positionner très fort, c'est la culture du risque, généraliser cette culture du risque dans la population. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'on n'y arrivera que si on tient un discours coordonné, commun, public, privé, de l'ensemble des acteurs, en fait. Hein. Et je crois qu'il faut des moments forts. Donc, je sais que, bon, il existe une journée internationale de la réduction des risques de catastrophe, le 13 octobre chaque année, hein, au niveau international. C'est un moment qui doit être un moment clé, un moment où tout le monde doit parler du risque. Ça doit devenir comme les journées du patrimoine ou comme les droits de la femme, etc. C'est un moment où ça peut même être festif. Hein. Je discutais avec l'Association nationale des élus de bassin. Hein. Un EPTB a organisé une course pour parler de la problématique des inondations. En fait, ils se sont relayés en faisant une espèce de marathon avec des relais et tout ça, où ils parlaient à chaque étape avec les gens, etc., de ce qui peut se passer, etc. Donc, je crois qu'il y a vraiment besoin d'un moment fort. Il y a besoin sans doute de travailler encore plus qu'aujourd'hui avec l'éducation nationale, etc. Mais on ne peut pas tout faire peser sur le dos des enfants. En fait, je crois que c'est nous, les adultes, quand même, qui sommes d'abord en première ligne. Hein. Et je pense qu'il faut accepter de payer le coût de la prévention aussi. Hein. On parle beaucoup du retrait gonflement d'argile. Moi, je n'ai pas fait ma carrière dans le bâtiment, hein, mais j'ai lu quand même X fois que si on a un minimum de fondation correcte, eh ben, en fait, les problèmes de retrait gonflement d'argile, ils n'existent plus. Bon, bien sûr, ça coûte un peu plus cher, c'est vrai. Mais bon, combien ça coûte après pour réparer ce que vous disiez ? C'est un investissement. Voilà, ouais. Donc c'est un investissement. Donc il y a des questions qu'il faut quand même se poser et qui concernent effectivement toute la chaîne. C'est pour ça que je disais à Denis Chessou, finalement, quand on regarde ces problématiques de résilience dans l'habitat, la construction, etc., regardons tous les gens qui sont concernés. Il y a les pouvoirs publics, hein, effectivement, l'État, les collectivités. Il y a les constructeurs, les gens qui font les normes, etc. Les maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage aussi doivent être sensibilisés. Et puis, il y a effectivement, finalement, les financeurs, dont les assureurs, puisqu'un assureur, finalement, il est là pour répartir l'effort en cas de sinistre, etc. Et effectivement, je pense que la question de la répartition de l'effort, notamment en matière de prévention, c'est une question qui devrait être abordée de manière plus générale. Voilà. Et moi, je suis persuadée d'un point que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que si on veut que les particuliers puissent arriver à se dépêtrer quand même de la mise aux normes thermiques, que leur bâtiment soit résilient, etc., d'abord, il faut intervenir une seule fois sur le bâtiment. C'est pas possible. Vous n'allez pas avoir une maison en travaux pendant 10 ans, quoi. C'est pas possible. Donc, en fait, il faudrait un diagnostic qui soit beaucoup plus complet. Et moi, je reste persuadée que la seule chose qui marchera, c'est si on arrive à mettre en place un dispositif clé en main jusqu'au dernier kilomètre, pour reprendre des expressions qui ont déjà été utilisées dans le passé, où finalement on aide le particulier à avoir son diagnostic, savoir ce qu'il peut faire, son plan de financement,
savoir quels artisans il faut choisir, quel contrôle il va faire en tant que commande, c'est lui qui paye quand même après tout, etc. Et moi je pense que là il y a même des marchés potentiels pour même des entreprises privées, etc. Après il faut mettre en place des modèles économiques, je suis d'accord avec vous, mais je crois qu'il y a quand même un sujet majeur avec tout ce qui se présente, le changement climatique et tout ça. Merci à vous, Marie Levrault. Un grand merci donc à vous quatre. Donc on peut les applaudir parce que l'exercice n'est pas si facile que ça.